عن ذاك الأستاذ. شكرا لك أستاذ فاضل على هذه المداخلة. يعني هناك 3 نقاط هنا ما يطرح ربما عبر العالم بالنسبة لتدبير المؤسسات السجنية هو الساكنة السجنية التي تزداد. في المغرب في مشكلة ديال لا سيركيلاسيون كاسير، هذا مشكل. ثانيا لابد من التذكير بأن في المغرب شخصنا منذ على الأقل بداية الألفية أن السجون في المغرب لم تبقى فضاءات مغلقة، أصبحت مفتوحة، ماشي معنى مفتوحة فتح البيبان السجون، ولكن أصبحت الاطلاع عليها، أصبحت زيارات، أصبحت إلى آخره، حتى المجتمع المدني. إذن هذا شيء مهم. الشيء الثالث هو أن إنشاء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي أيضا كانت موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهذه حقيقة مقاربة مهمة جدا وعظة. ولكن ربما اليوم النقاش بموضوع حول يعني طبيعة الحال السجون تتحسن، ولكن هناك إكراه كبير لا يمكن أن تحله إدارة السجون. هو يتعلق يعني إصلاح السياسة الجنائية. إصلاح السياسة الجنائية يعني بالنسبة للعقوبات البديلة، المشكلة ديال الاعتقال الاحتياطي في المغرب كيشكل أعتقد ما يزيد عن 40% من الناس اللي كاينين في السفينة، 43% السفينة السجنية. إذا الإصلاح وما نفترضش، ثم أن الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر إحداث مؤسسات سجنية جديدة. أنا صراحة هذه المقاربة لا ما كناش اليوم كأستاذ جامعي، عندما كنت أتحمل المسؤولية أيضا، يعني هي طريقة الإصلاح الشمولي للسياسة الجنائية وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان. يعني هذا أساسي جدا إذا بغينا المؤسسات السجنية تحترم المعايير الدنيا لمعاملة السجناء. إذا شكرا لك على هذا. غادي نفتحوا واحد النقاش يعني ديال ما يتجاوز 6 دقائق حسب ما قالوا لي، خاصة هناك منظمة وينبغي أن أحترم يعني شروطها. غادي نعطي كاين الأستاذ الفاضل عبد الرزاق مولاي رشيد أستاذي الفاضل، كاين السي محمد صديقي الأستاذي. يعني شنو ناخذ كون نغلطوها لأنه جو فوا سيدي يعني لا بلاس à mon cher ami سي أحمد حازمي pour faciliter le deuxième panel. Donc عندي أستاذ شكون اللي مازال بغا يدخل؟ إذا تفضل أستاذي الفاضل سيد مختار. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais interpeller, après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt les brillants exposés de ce panel, je voudrais interpeller Serafid Salot, tout d'abord, pour ensuite suggérer quelque chose à une certaine tête. Alors, au sujet de l'affaire de Rachid Ramla. Alors, on le sait tous, parce que nous nous adressons à un public averti, il s'agissait essentiellement de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui réprime la torture, les traitements inhumains, etc. Et c'est sur la base de cet article 3 de la Convention européenne, qui exigeait un procès équitable, sur la base des lois sur le terrorisme qui ont été adoptées à un certain moment après les événements de New York. Alors la question que je me pose est la suivante:
après le Brexit, est-ce que la loi britannique considère que le juge doit prendre en compte les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, que va faire le juge anglais, ou que va-t-il faire d'après vous, ou qu'a-t-il fait si vous le savez? Alors, toujours au sujet de cette affaire de Rachid Ronda, la classification entre système latino-germanique et le système la common law ou anglo-saxon pêche peut-être si on interpelle le système américain. Parce que comment on ne peut pas placer le système anglais avec la technique du plea guilty ou du plea bargaining américain, c'est évident. Donc si on négocie la peine, c'est différent avec la conception du principe de la légalité des délits et peines qu'on enseigne dans nos étudiants en licence. Et dernière question, est-ce qu'il est nécessaire de passer par l'extradition, qui est une décision d'ordre juridictionnel, alors que des fois la pesanteur des intérêts politiques prime? Est-ce qu'il faut, autrement dit, nécessairement qu'il y ait une convention bilatérale au sujet de l'extradition pour aller jusqu'au bout de la remise du délinquant à l'État qui le réclame, ou bien des fois il y a une conjoncture telle que ce n'est pas évident, c'est l'intérêt politique à un moment donné dans les rapports entre deux États déterminés qui dictent le comportement à suivre. Alors autre chose, j'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'intérêt également l'intervention de Mustafa Aldesh, qui est un ancien étudiant de la faculté de droit de Fès, où j'ai enseigné en 1974-75. J'ai venu avec moi un ancien professeur au sein de cette faculté. Alors, écoutez, il est évident, je m'adresse à quelqu'un de très brillant, mais accepter par le biais de la fenêtre du privilège de l'âge, de l'ancienneté, il y a évidemment la jurisprudence pénale. Vous n'avez pas délimité, faute de temps, le champ de votre intervention parce qu'il y a la jurisprudence administrative. Mais vous avez interpellé un certain nombre de concepts, le concept juridique ou le contenu. Je ne parle pas d'identité ou d'une universalité, comme l'ouvrage de Saïd Benali, etc., qui ont interpellé ces concepts. Non. Il y a des décisions du Conseil constitutionnel interpellant des lois organiques qui, à travers les attendus, donnent non pas une interprétation à une disposition législative, parce que ce qu'on appelle donc une décision qui interpelle une norme juridique en traitant la voie aux juridictions et aux décideurs politiques. Mais il y a également des décisions qui ont interpellé les concepts que vous avez exposés sur le droit de la défense, etc. Et il serait peut-être utile dans vos futures recherches d'intégrer ces décisions. Je vous remercie. Merci. Moi, je ne pouvais pas interrompre mon professeur. Alors, je voudrais, qui ne s'est pas présenté, le professeur Abdelrazak Moulerchi. Tout d'abord, il était le premier doyen de cette faculté. C'est lui qui, donc, a monté cette institution universitaire. Et je lui rends hommage, parce qu'effectivement, il a... Deuxièmement, il a beaucoup contribué à une structure gouvernementale qui est le ministère des droits de l'homme qui a été créé en 1993 à côté de notre professeur et ami, c'est Omar Azimel. Et donc, il a aussi fait un passage dans une structure gouvernementale. Il a donc eu affaire au rapport périodique soumis aux différents organes de traité. Et troisièmement, il a fait un passage très réussi et remarquable au Conseil constitutionnel.
l'actuelle Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Vous avez fait 4 minutes, je ne pouvais pas vous interrompre, mais je ne peux pas interrompre mes professeurs. Alors, même s'ils sont mes amis, donc je vais donner la parole tout de suite à notre professeur, l'un de mes professeurs et amis, Mohamed Riyad, 3 minutes. Alors, vous avez été laxiste avec mon doyen, collègue et ami. Vous lui avez accordé 4 minutes, n'est-ce pas? Pouvez-vous doubler la dose pour moi, s'il vous plaît? D'abord, je voudrais commencer par remercier le président, remercier les intervenants pour leur exposé très édifiant. Je confirme ce que disait le professeur Lajoul Heiba, que un des dossiers, un des points les plus importants que traitent les comités concerne justement l'extradition. Bon, tout c'est fort, parce qu'elle peut être légale, elle peut être de facto. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Et un des dossiers les plus importants, on commence à avoir des communications individuelles au comité sur les disparitions forcées. Et un des dossiers les premiers dossiers qu'on a eu, c'était effectivement sur une extradition. Maintenant, je voudrais aussi dire que peut-être on pâtit de quelque chose qui est un peu plus ou moins historique, c'est que pendant très longtemps, on a exclu la phase de l'exécution de la peine de la procédure pénale. Il y avait un débat. Est-ce que ça fait partie de la procédure pénale ou non? Et bien sûr, petit à petit, on s'est rendu compte de ce que un des éminents panélistes, une des interventions, je crois, les plus fortes en émotion, vient de nous dire. C'est qu'on ne peut pas exclure, bien sûr, cette phase qui est très importante de la procédure pénale. C'est là où on doit normalement individualiser l'application de la peine. Et c'est pour ça qu'il y a un juge d'application de la peine. Malheureusement, il n'a pas les prérogatives qu'il devrait avoir, comme il les a dans d'autres pays. Parce que normalement, il devrait pouvoir suivre les dossiers des détenus et individualiser la peine au fur et à mesure. Parce qu'une personne qui est... Bon, les gens évoluent, on évolue tous. Ne serait-ce qu'on vieillit, on sait, en criminologie, la plupart des criminels ont un certain âge, ce n'est pas les plus vieux, ce n'est pas les vieux, en général. Donc déjà, il y a un certain nombre de choses qu'on doit absolument prendre en considération. Et ça, je dis, on a bâti un peu, ça c'est une question un peu historique. Je peux prendre un parallèle, par exemple, au niveau de la criminologie. La conception latino-américaine, c'est souvent deux disciplines différentes. La criminologie, les sciences pénitentiaires. Chez les anglo-saxons, c'est deux chapitres. C'est l'étiologie du crime et la réaction sociale, où on trouve évidemment la prison et l'individualisation. Enfin, on trouve la prison, mais on trouve bien d'autres choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement on ne peut pas résoudre le problème du crime par la prison. Pas du tout. C'est ce que mon collègue vient de dire. Ce n'est pas en construisant de nouvelles prisons. Peut-être on doit construire, évidemment, pour rénover, parce que quelquefois les prisons sont c'est indécent. Ça, pas seulement pour mon pays, hein, parce que j'ai été à un moment donné expert indépendant, j'ai visité des prisons dans d'autres pays et c'est terrible. Donc, bien sûr, il y a la possibilité de décriminaliser, il y a la possibilité de donner plus de souffle à la médiation
à la réconciliation. On peut aussi aller vers l'amende au lieu de la prison. On doit absolument penser à réduire au maximum, même à abolir les peines privatives de liberté qui sont courtes, parce qu'elles sont tout simplement inutiles. Et les peines alternatives, etc. Il y a beaucoup. Bon, et en réalité là, je peux dire qu'il y a le procès équitable, et il y a aussi le traitement équitable d'une personne qui est en prison. Et je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, c'est très complexe. C'est très complexe, il y a un volet juridique, un volet... Et puis il y a aussi, peut-être vous n'avez pas suffisamment souligné, les contradictions qui peuvent avoir existé entre les objectifs. Comment vraiment amender quelqu'un et on n'a pas confiance en lui? On le surveille parce que presque, je dirais presque le crime ou l'infraction la plus grave qui peut arriver à un employé de prison, que ces prisonniers s'échappent, ils sont bons. Mais en même temps, il doit être gentil, il doit être bien, il doit essayer, il doit avoir... Comment concilier ces deux casquettes? C'est de là schizophrénie, je m'excuse. Maintenant, je vais, pour terminer, nous avons eu une expérience au Rwanda, très importante. C'est ça, au niveau de la justice pénale internationale, vous le savez, mon cher collègue, aussi, c'est que, par exemple, au Rwanda, évidemment, nous avions presque deux vitesses. Pas presque, on avait deux vitesses. Les criminels qui ont commis les crimes les plus atroces, les plus graves, les plus haineux, qui choquent la conscience de l'humanité entière, eh bien, ces criminels-là, ils sont traités avec les règles minimum de Mandela, qui sont devenues, bien sûr, les règles de Mandela. Et les autres, parce qu'il y avait les génocidaires, il y avait les fers de lance, il y avait les autres. C'est un génocide qui a causé 1 million. C'est pas la petite poignée qu'on avait, nous, donc arrêtés. C'est tous les autres. Et alors, comment on fait? Est-ce qu'on aligne vers le bas ou bien on aligne vers le haut? Bien sûr, on a choisi d'aligner vers le haut. Ça veut dire, voilà, ça, ce sont nos prisonniers à nous, des Nations Unies. Ils vont être traités comme doit être traité un prisonnier ou un détenu d'une manière la plus digne possible. Et vous n'avez pas, vous alignez sur ça. Et lorsque le Rwanda nous a demandé de transfert de certains prisonniers, on a d'abord dit non. Non, de certains accusés pour les juger eux-mêmes. On a dit non. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous n'avez pas des prisons qui sont dignes. Et Rwanda a dû, avec la collaboration de la communauté internationale, construire des pavillons spéciaux pour ces gens-là. Mais ce qui est important, c'est que, encore une fois, on doit aller vers cette idée. Et je remarque que quand même, on est dans un contexte de soft law, des règles minimales, parce que c'est difficile d'avoir des lois pour tous les pays. Les contextes sont différents. La Suisse n'est pas le Rwanda, la Suisse n'est pas le gouvernement. Donc, de toutes les façons, merci beaucoup et merci pour votre patience, mon cher ami et président. Voilà. Vous savez, en fait, en ce moment, on est en train de travailler sur un guide pour les prisonniers. Vous êtes certainement au courant. Guide des droits de l'homme ou des droits des prisonniers. C'est bien sûr que les droits nationaux et les droits... Merci, Mahmoud. Vous avez fait plus de 8 minutes. Donc, merci beaucoup. merci. Mahmoud Ayad est membre
du comité sur les disparitions forcées. Il est à son deuxième mandat. Il a présidé aussi, durant son premier mandat, sur le comité. Et il est aussi professeur. Il reste toujours professeur. Même si on a vieilli, on reste aussi attaché à l'université. Donc, bon, je m'attends. Alors, je vais prendre au maximum, deux autres interventions. Deux interventions. Oui, s'il vous plaît. Vous présentez, voilà, مزيان سينو كنا غادي نكونوا غير ما تكونش المقاربه النوع التدخلات. تفضل استاذ تفضل. Je tiens tout d'abord à vous remercier par rapport à l'organisation de ce colloque international qui nous a permis bien sûr d'élaborer et d'améliorer notre savoir par rapport à la justice pénale et la protection des droits de l'homme. Donc ma succincte question se repose sur l'intime conviction du juge en matière pénale. Donc bien sûr, on sait très bien que le corps judiciaire a instauré des formations criminologiques et, qui visent à protéger les droits de l'inculpé, de la victime, également du procès, suite à la ratification de plusieurs conventions qui cherchent à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Donc, je veux savoir, est-ce que cette intime conviction est contrôlée ou censurée par une autorité supérieure, ou bien ça reste un pouvoir discrétionnaire de juge? Merci. S'il n'y a pas de... Oui, تكون آخر متدخل. لأن كنشوف السي حرزني كيراقب فيا فعلا لقد أخذ منا التعب حقه. تفضل أستاذ. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole pour être le dernier intervenant dans ce premier panel et pour être court, pour ne pas taper sur les nerfs des présents. Je tiens premièrement à remercier les distingués panélistes pour la qualité de leur intervention. Mais pour ma part, je tiens à parler à haute voix pour partager quelques réflexions sur cette thématique que nos vénérables magistrats ont appelée le dilemme de cette relation entre les droits de l'homme et la justice pénale. Si en matière juridico-légale, on centralise et on se concentre, pour ne pas dire on focalise sur les standards, sur les sacro-saints principes qui découlent du droit conventionnel, international, aussi bien normalement que des dispositions des droits de l'homme avec leurs composantes normalement de droit, de procédure pénale et de code pénal. Je voulais juste normalement insister sur une interprétation en quelque sorte qui reflète une certaine conception opérationnelle et pratique
de ce dilemme de gestion de la relation droit de l'homme, mais avec les interventions aussi de nos vénérables magistrats de la Cour pénale internationale, Madame Fatou et Monsieur Ayad, on devrait aussi réfléchir au droit international humanitaire, qui est une composante en quelque sorte dans les outils, les moyens d'intervention, aussi bien que les droits protégés, présente une certaine démarcation, pour ne pas dire un certain décalage par rapport aux droits protégés en vertu du droit international humanitaire et du droit national. Je voudrais juste revenir pour transposer en quelque sorte ce dilemme des droits de l'homme et de la justice pénale en phase de pré-procès pénal, en matière de la phase de la police judiciaire ou d'enforcement law. Pour dire que à ce niveau, on n'est pas normalement permis de rester dans les généralités des principes, parce qu'on est appelé par la nature normalement des missions de s'adapter en quelque sorte, tant bien que mal, avec les réalités du terrain, comme c'est le cas pour l'administration pénitentiaire, pour apporter des réponses qui soient à la fois pratiques, opérationnelles, qui répondent aux besoins, mais aussi respectueuses normalement des droits de l'homme. De par une toute petite et modeste expérience en la matière, à première vue, on peut penser qu'on peut gérer le dilemme de cette relation par la transposition des principes et les inculquer normalement au personnel, aux agents, aux agences et aux services normalement appelés à traduire les lois pénales, à les appliquer sur le terrain. Mais sur le terrain toujours, a fortiori, cette approche reste très limitée et peu rapporteuse en termes et peu rapporteuse. Juste une toute petite minute, Monsieur le Président, et j'en viens à la fin. Parce qu'au début, on a pensé qu'il suffit normalement pour les agents chargés de l'application de la langue de s'imprégner de la culture des droits de l'homme pour les appliquer. Mais en fait, il n'en est rien, parce qu'il faut investir pour vraiment être en mesure de transposer les lois et les principes des droits de l'homme en matière pénale sur le terrain, en apportant des réponses et une réponse pratique à même de préserver l'ordre et la sécurité et respecter les droits de l'homme. On devrait normalement investir dans le personnel, créer un environnement et une administration normalement capable aussi de permettre normalement l'application de ces lois, parce que dans le travail, je me limite normalement au travail de la police judiciaire, le respect des droits de l'homme passe aussi par l'intégration des principes et des mécanismes de protection et de préservation normalement des droits de l'homme de la même manière, et en se basant sur un référentiel aussi. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé. Merci. Je donne la parole aux panélistes, mais une minute pour chacun d'eux. Je commence par la gauche. Donc, s'ils veulent réagir par rapport aux questions qui ont été posées. C'est une minute, pas plus. Donc, Monsieur le Président, je voudrais juste remercier Mousted qui a réagi d'une manière non seulement positive, mais de quelqu'un qui comprend la chose
qui le touche vraiment. Je voudrais juste vous clarifier une chose. Pourquoi j'ai dit plusieurs casquettes? Vous avez parlé de schizophrénie, vous avez tout à fait raison. Là, il y a la casquette des droits de l'homme, la casquette sécuritaire, la casquette sociale de réinsertion. Et donc, il y a vraiment, c'est là où le dilemme, un vrai dilemme existe. Donc, pour ce qui est de l'individualisation de la peine, en fait, la PGAPR a réagi à cette individualisation en créant un système c'est ce qu'on appelle un système de classification qui permet aux directeurs et au staff de la prison de classifier les détenus selon leur dangerosité et selon leur profil social. En fait, vous avez parlé aussi de la science pénitentiaire, parce qu'avant on parlait que de la pénologie. C'est vrai, la science pénitentiaire, la DGAPR d'ailleurs a organisé une formation, un master à l'UIR au profit de ces fonctionnaires, de 300 fonctionnaires. Donc pendant 2 ans, ils ont appris toutes les branches que contient les sciences pénitentiaires. Réagir aussi avec tout le respect à M. Liba, vous avez parfaitement raison, sur la construction de prisons. Il y a tout le monde aujourd'hui qui critique, surtout il y a dernièrement, il y avait une déclaration sur la construction de 7 établissements pénitentiaires. Et tout le monde a été sensibilisé négativement à cette déclaration. Il faut souligner, vivement, que la DGAPR n'a que le choix de procéder à la construction d'autres établissements. D'ailleurs, on est soumis au contrôle d'un certain nombre d'institutions, et donc qui soit nous valident, soit nous condamnent. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de réagir sur l'intervention pertinente de mon professeur Moulay Rachid. Vous savez, il est toujours très difficile de réagir face à vos professeurs. Donc c'est très difficile, et notamment lorsqu'il s'agit de professeurs éminents, chevronnés. Alors, concernant mon intervention, d'abord il y avait la contrainte du temps, 15 minutes, c'est très difficile d'intervenir pendant 15 minutes et parler de la jurisprudence, rien que de la jurisprudence. Moi, je fais partie, je suis membre de la chambre criminelle. Il est de coutume de parler toujours, lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, des décisions émanant de la Cour constitutionnelle actuellement, le Conseil constitutionnel auparavant. Mais ce qui est exceptionnel, c'est comme en France, de parler du rôle de la chambre criminelle à instaurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le cas que j'ai cité, c'est un cas exceptionnel et un cas qui a été posé à la chambre criminelle, et on a répondu, la chambre criminelle a répondu par un arrêt dont j'ai participé. Donc c'est un arrêt qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc votre intervention est pertinente, je vais la prendre en considération. Ça c'est sûr au plan de la méthodologie. Ensuite, vous avez parlé aussi de l'extradition. Bon, moi j'ai exercé l'extradition dans la chambre criminelle pendant 5 ans. Donc je suis un juge qui a exercé l'extradition, alors en relation avec les intérêts politiques de l'État. Alors ce qu'il faut rappeler à cet égard, c'est que l'extradition au Maroc, il est soumise à 2 volets. Il y a le volet judiciaire et le volet administratif. Alors la Cour de cassation ne donne pas de décision pour extrader. Non, il formule un avis favorable ou défavorable pour l'extradition. Simplement un avis. Il revient à l'État de décider par la suite, selon les intérêts politiques, s'il accepte d'extrader ou ne pas extrader. Donc en fait, il y a une dualité, où il y a un respect juridique et respect de la décision judiciaire, mais il y a aussi l'aspect administratif de l'État. Alors, pour la question de l'intime conviction, là j'ai signalé dans mon intervention, l'intime conviction, ça ne veut pas dire que le juge
doit juger comme bon lui semble. C'est pas parce qu'il a des émotions pour la culpabilité qu'il faut juger la personne coupable. Il doit certainement motiver la décision. Et cette décision doit être soumise à des impératifs juridiques concernant l'infraction elle-même, c'est-à-dire il doit, dans sa décision, faire démontrer les éléments de l'infraction, parce qu'il n'y a pas de peine ou d'infraction sans loi, donc il faut qu'il essaye de démontrer l'existence de l'infraction, et il doit motiver, cette motivation est soumise à une logique bien déterminée. Sa motivation doit être logique, il doit être concevable et cohérent. Et la Cour de cassation, à cet égard, il exerce un contrôle très pertinent. À chaque fois que la décision n'est pas motivée, donc on casse l'arrêt et on revoit devant la Cour pour réexaminer l'affaire de nouveau. Alors, concernant une décision avec le concernant l'application de la peine, il a toujours fait partie, pour nous les praticiens, il a toujours fait partie de la procédure pénale. Nous, on examine tous les jours des litiges en relation avec l'exécution de la peine, même avec le calcul de la peine. Donc, il y a toujours dans les articles, il y a les articles 599 et 600 du Code de procédure pénale, donc il y a un litige qui passe par les juges de fond et qui est contrôlé par la Cour de cassation. Merci à vous. شكرا لكم سيد الرئيس. دقيقة التي ستمنحوا لي إياها الآن هو استدراك نقطة مهم لم أتطرقه قبل قليل في مداخلتي. فلضمان محاكمة عادلة ولا بد أن نتحدث عنها محاكمة عادلة وطبقا للقانون. أردت الإشارة فقط إلى أنه من الناحية التشريعية وهي منا بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عادلة التي تحدثت عنها قبل قليل، فإن الوزارة تشتغل بتنسيق مع مختلف الشركاء بإعداد مشروع قانوني يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطير في المسطرتين المدنية والجنائية. وشكرا لكم. شكرا لك أستاذة انتيا. أستاذ صدوق. Je voudrais tout d'abord remercier mon cher ami M. Ayat et aussi notre professeur M. Moussa de nous avoir rappelé, monsieur le facilitateur, que la justice était aussi question de clémence. Et donc, la justice, on l'applique, on n'exécute pas. Pour revenir à la question que notre professeur a soulevée, et je me suis à l'intervention de mon collègue, et en rapport avec le sujet que je viens de vous présenter, les fautes de temps, il a été décapité. L'extradition, certes, fait partie du pouvoir régalien de l'État, ce qui fait que l'autorité judiciaire contrôle la forme et c'est au pouvoir politique de décider d'extrader ou non. Mais là n'est pas la fin du problème, parce que en vertu de la différence qui existe entre systèmes, vous trouverez des systèmes qui donnent à la justice, comme au Maroc, rien qu'un contrôle, un droit de regard sur la conformité de la demande aux textes nationaux, alors que dans le système anglo-saxon, le juge va se pencher pour voir s'il y a assez d'éléments de preuve. Et donc, il va au-delà de la forme, dans le fond, pour décider s'il y a assez d'éléments pour que l'affaire soit présentée devant la justice et donc accorder l'extradition ou non. Nous avons ici des collègues qui ont représenté la Cour pénale internationale et j'en ai réservé des slides. Si la Cour pénale internationale, avec la différence des systèmes qui existent, a pu voir le jour, parce qu'il y a eu un débat énorme sur quelle voie choisir, celle du système latino-germanique ou celle de la tradition anglo-saxonne. Et pourtant, parce que les intérêts qui étaient en jeu étaient énormes, il s'agit toujours de la justice et d'empêcher l'impunité. Et donc, on a pu
résoudre ces problèmes. On a pu un petit peu rapprocher les différences et on a eu finalement une cour pénale internationale qui fonctionne et qui marche très bien. Alors, m'inspirant de l'expérience de la Cour pénale internationale, je prône la mise en place d'une convention ou d'une charte internationale dont le rôle serait d'un petit peu bridge, surmonter, aider à surmonter ces différences inhérentes aux différents systèmes de justice internationaux pour pouvoir faciliter le rôle de la justice et empêcher que les droits de l'homme victime ou suspect ne soient bafoués. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puisque vous avez soulevé la question de la clémence, bon, les organisateurs, les organisatrices et les organisateurs de ce colloque nous proposent de reporter la prochaine séance à l'après-midi. Donc là, bien sûr, ils sont cléments. Alors d'habitude, je fais à la fin une synthèse, mais faute du temps, je ne pourrais pas la faire, et vu aussi la richesse des interventions, la diversité aussi des points de vue, des propositions qui ont été avancées par les différents panélistes. Donc je voudrais, parce que je n'aurai pas l'occasion d'assister aux autres panels, et je sens une frustration, je voudrais encore une fois remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque. Et surtout d'avoir invité d'éminents experts et experts des trois régions, l'Europe, les Amériques et l'Afrique, dont nous sommes un pays africain. Et là, je dirais qu'en matière d'enseignement et d'éducation, je voudrais citer à la fin de cette séance, qui était quand même, bon, je partage peut-être les bienfaits de la gestion de ce panel avec les panélistes, mais le mal incombe à moi-même. Donc, alors je voudrais citer Montesquieu. Montesquieu, dans son fameux ouvrage, L'Esprit des lois, ça a été dit au XVIIIe siècle. Et il a dit qu'aujourd'hui, nous recevons trois formes d'éducation différentes ou contradictoires. Celle de nos pères, celle de nos mères et celle du monde. Ce que l'on nous dit dans la dernière, c'est-à-dire celle du monde, renverse les deux premières. Et donc là, pour dire que dans cette situation s'applique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé, mondialisé, ouvert, et puis espérant que la jurisprudence au niveau des tribunaux internationaux, au niveau des tribunaux nationaux, au niveau des tribunaux des cours régionales, aussi bien que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour américaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour européenne des droits de l'homme, les organes de traité, y compris le comité sénégalais français, arrive à un moment de l'histoire à une jurisprudence croisée par rapport aux questions qu'on a soulevées. Donc merci beaucoup et je m'excuse si je n'étais pas clément.